Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les large caps européennes? C'est ce qu'on va continuer à regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va commencer tout de suite avec notre sélection du jour. Donc, je suis allé sur Companies Market Cap, je suis allé sur European Union. On a déjà fait la première partie de la liste. On va repartir de Santander. On va prendre Iberdrola. Sanofi, on va déjà traité dans le top France. Air Liquide également. Unicredit, on l'a aussi traité dans le top italien. On va prendre Medtronic, Another, Bush InBev, AB InBev, société belge. Donc, on va la prendre. Intesa, on l'a déjà traité. AXA, BNPC, déjà fait. BBVA, on va la prendre. Train Technologies, je ne connaissais pas celle-là. On va la prendre. Dior, c'est une holding, donc je la mets plutôt de côté. Enel, on l'a déjà traité. Rheinmetall, Siemens Energy, Investor AB, c'est une holding, donc je mets ça de côté. Munich Re, et on va prendre Atlas Copco, puisque Ferrari et Vinci, ça a déjà été traité dans le top italien, par lequel je vous renvoie si vous ne l'avez pas eu. Allez, je vais vous comparer la watchlist, comme d'habitude, les symboles de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, capitalisation boursière en dollars US, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût-free cash flow, multiples de prix sur actifs tangibles, sur capitaux propres tangibles, c'est pareil. Donc ça sera pour les financières plutôt. Rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle. Rendement des fonds propres, ça c'est une rentabilité financière. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio, qui est la proportion de bénéfice net versé en dividendes. Mais les dividendes sont payés par les free cash flow, donc il faut bien valider tout ça. Première entreprise de la liste, c'est Banco Santander, la première banque espagnole, 129 milliards de dollars de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple qu'il faut regarder, c'est le price earning pour les financières. Il faut qu'elle soit en dessous de 10, car c'est un secteur qui est compliqué. Donc là, on a la décote qu'on veut. Par contre, on n'a pas de décote sur actifs tangibles, malheureusement. Pourquoi est-ce qu'on veut une décote sur actifs tangibles? Eh bien, c'est parce que les bilans des banques sont illisibles. Donc, on va prendre ce que nous dit le management et on applique une décote dessus pour avoir un peu plus de sécurité. Donc ici, ce n'est pas le cas. Rendement des fonds propres à 14%, ce qui est convenable pour une banque. Il faut être un minimum de 10%, puisqu'on a un levier tel qui est engagé. En général, les banques sont leveragées à hauteur de 10 fois les capitaux propres. Donc, voilà, avec cet endettement, il faut quand même avoir un bon rendement des fonds propres. Allez, quasiment 3% de rendement du dividende, ça c'est bien. On a un payout ratio à 24%, qui est donc soutenable. Ils ne sont pas très généreux d'ailleurs, Santander. Je pense qu'ils vont pouvoir monter leur dividende, le doubler facilement. On peut aller à 6% sans problème, hein. Donc, on n'a pas la marge de sécurité suffisante sur les capitaux propres tangibles, mais bon, si vous faites sans cette marge de sécurité, c'est pas si mal, sauf que le dividende n'est pas très élevé, hein, ça mériterait d'être un peu plus intéressant. Voilà. Ensuite, AB InBev, le leader de la brasserie, est-ce qu'on veut dire ça comme ça? En tout cas, de l'industrie brassicole mondiale, un des leaders en tout cas, 117 milliards de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, il y a de la croissance externe aussi, hein, il n'y a pas que de la croissance organique. Mais bon, on a quand même un fond de croissance organique qui existe, hein, de 3%, je pense. Donc, c'est pas si mal comme secteur, c'est plutôt défensif. C'est moins en difficulté que les spiritueux, par exemple, parce que c'est un alcool qui est quand même moins compliqué à boire, enfin moins, voilà, et moins lourd, et puis ça coûte moins cher, donc voilà, ça reste intéressant. 10 en VE sur EBITDA, 17 en PE, 10 en price to free cash flow. Je pense que c'est, j'allais dire raisonnablement valorisé, mais peut-être un peu cher. Il n'y a pas énormément de croissance, la rentabilité, le rendement des capitaux investis à 7,3%, ce qui est convenable, hein, c'est quand même intensif en capital. Mais on est endetté pas mal, hein. Donc là, il faut regarder s'il y a des obligations locatives qui sont comptées là-dedans, mais 3,5 en termes de dette nette sur EBITDA, c'est beaucoup, hein. Donc plutôt dangereux comme bilan. 1,4% de rendement du dividende, c'est pas très intéressant, avec un payout ratio à 52%, mais bien moins que ça, via les free cash flow. Bon, AB InBev, je pense qu'il y a plus d'attractifs dans le secteur. Henken doit être plus attractif. Et puis même côté aux États-Unis, je pense qu'il y a des brasseurs un peu plus attractifs que ça, un peu moins valorisés. Donc AB InBev, je pense qu'il faut que ça décote un petit peu avant de s'y intéresser. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. Le prochain dossier, c'est Iberdrola. Donc, c'est le distributeur d'électricité espagnol. Donc, une utilities
une utility peut-être. Alors, on est à 116 milliards de dollars de market cap, 5,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Là, c'est pas que la croissance organique, je pense, hein, parce que c'est très flat, hein, la croissance organique dans cette industrie. 9,5 en VE sur EBITDA, 20 en PE, 21 en price to free cash flow. Vu la croissance qu'il y a, c'est un peu cher payé, je trouve. On est à 7,5 vraiment des capitaux investis, ça c'est correct pour cette industrie-là qui est intensive en capital. 3,9 en termes de dette nette sur EBITDA, bon, c'est lourd, mais comme c'est une utility, on peut s'endetter jusqu'à 5 fois puisqu'on a une très bonne visibilité sur les cash flows. Donc, il y a des taux d'intérêt attractifs pour ces entreprises-là. 4,1% de rendement du dividende avec un PE ratio à 23%, bien soutenu par les free cash flow équivalent à peu près au bénéfice net. Donc, ce dividende-là, il n'est pas très généreux en fait, hein. Il pourrait le monter facilement. Donc, peut-être qu'il rembourse la dette, il priorise le remboursement de la dette. Mais en fait, on peut aller jusqu'à 5-6% sur Iberdrola. Donc, peut-être que ça deviendra intéressant pour un rentier. À l'heure actuelle, je trouve que c'est un tout petit peu cher pour ce que c'est. Ensuite, Medtronic. Donc, on est sur les équipements médicaux. 115 milliards de dollars de market cap. 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Quand même plutôt faible cette croissance. 14 en VE sur EBITDA, 25 en PE, 22 en price to free cash flow. Vraiment, les capitaux investis à 7%. Bon, je trouve ça un peu cher pour la croissance et la qualité que c'est, hein. On n'a pas une énorme rentabilité, la croissance est faible. 2,3 fois les EBITDA en dette nette, donc c'est un peu lourd en endettement en plus. 3,2% de rendement du dividende, avec un PE ratio qui est un peu plus bas que 70% en termes de free cash flow, donc c'est soutenable, mais ça ne va pas augmenter beaucoup plus, hein, sauf si les free cash flow remontent. Et là, il y a un gros PE ratio déjà. Donc là, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça se paye aussi cher, hein. C'est quand même très cher pour la qualité que c'est, donc plutôt à l'écart à mon avis. Ensuite, on est sur BBVA, la deuxième banque espagnole, 99 milliards de dollars de market cap, 16% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, c'est des changements de périmètre. Les banques espagnoles sont en train de se consolider, continuent à se consolider, hein. Donc en fait, le scénario, c'est classique, hein, pour les banques. On crée une crise, donc la Banque centrale européenne met en place des conditions qu'il y ait une crise, donc là c'était une crise immobilière, hop, comme ça on fait tomber toutes les banques, les petites banques, et puis derrière les plus grosses banques, elles peuvent racheter les petites en consolidant. Du coup, c'est ce qui se passe en Espagne. Dernière acquisition en date, ça va être Banco Sabadell qui est racheté par BBVA, de mémoire d'ailleurs. Donc la consolidation continue en Espagne. Malheureusement, ça va donner comme en Angleterre où il y a un big five. Et quand il y a des banques, quand c'est ultra concentré, les systèmes bancaires, les petites entreprises n'ont pas accès au crédit. Et donc ça, c'est moins bien pour l'emploi. Parce que ce sont les petites entreprises, des PME qui créent plus d'emplois. Et si elles n'ont pas accès au crédit, elles n'investissent pas et donc ne créent pas d'emploi. Je ferme la parenthèse. 8,3 en termes de price earning. Donc on a la décote sur le ratio coût-bénéfice. Par contre, on n'a pas de décote sur actifs tangibles, malheureusement. Quasiment 19% de rendement des fonds propres, c'est très bien ça pour une banque. On est à 4,7% de rendement du dividende. Alors ça nous donne 5 milliards à peu près, donc PE ratio inférieur à 50%, donc très soutenable ce dividende. Il pourrait augmenter encore un peu plus, hein, sans problème. Les banques françaises sont plus, et les banques italiennes sont plus généreuses avec les actionnaires, donc bon. Allez, ensuite on est sur Trend Technologies. Donc ça, je ne connaissais pas, je vais aller regarder. C'est ici, c'est une entreprise américano-irlandaise qui fait en fait de la ventilation, donc l'air conditionné, et avec un recul réversible, hein, donc belle entreprise plutôt industrielle. On est sur 95 milliards de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc forte croissance. Vu la taille de la boîte et vu l'industrie que c'est, je pense que ça, c'est de la croissance externe. On est à 23 en VE sur EBITDA, 34 en PE, 34 en price to free cash flow. Un rendement des capitaux investis à 22,5%. Donc là, on a affaire à une boîte qualitative quand même, hein. Donc la croissance, s'il y a la croissance organique, il faut regarder à quel niveau ça se monte, hein. Si c'est du 7%, avec une telle rentabilité, je peux comprendre pourquoi ça se paye aussi cher. Et en plus, comme c'est une boîte US, en fait, les multiples sont plus élevés, donc ça se comprend, ces multiples. Maintenant, je n'irai pas pour autant, hein, vu que c'est quand même hyper cher. On a un rendement des fonds propres qui est élevé, hein. 39%, ça veut dire qu'ils rachètent des actions pour les annuler, hein, pour que ça soit aussi élevé. 0,8 fois les EBITDA en dette nette, il n'y a pas trop de dette à signaler. 0,9% de rendement du dividende, bien couvert par les bénéfices nets avec un PE ratio à 28%. Bon, en fait, c'est peut-être une société qui fait de la croissance organique uniquement, il faut regarder. Mais je ne connaissais pas du tout, et forte croissance, hein, et bonne qualité. Maintenant, évidemment, ça se paye très cher.
Allez, ensuite, on est sur Rheinmetall. Donc ça, c'est le spécialiste allemand de la défense. On est sur 93 milliards, 94 milliards de market cap. La croissance est forte et puis elle va continuer à accélérer, hein. Donc là, c'est sûr, hein, le plan d'armement. Rheinmetall, c'est une des premières boîtes de défense à avoir vraiment décollé. Ça fait la fortune du fonds Indépendance AM, du fonds France. Notre ami William Higgins a eu vraiment enfin, a flairé l'opportunité sur Rheinmetall et là, il s'est régalé, hein. Donc on est sur une très forte croissance, des multiples maintenant qui sont exorbitants. 47 en VE sur EBITDA, 103 en PE, 59 en price to cash flow, ça c'est intouchable, hein. On risque vraiment de se cramer là si on reste sur du Rheinmetall à ce niveau-là. 17 en rendement des capitaux investis, ça c'est très bon comme rentabilité, alors que c'est intensif en capital. 0,5 fois les EBITDA en net, donc le bilan est presque clean. 0,5% de rendement du dividende avec un payout ratio à 33%, très soutenable. Bon, c'est pas très élevé comme rendement du dividende parce que l'action se paye hyper cher. Bon, voilà, Rheinmetall, passez votre chemin. Là, vous risquez de vous cramer avec des types comme ça. Siemens Energy, donc, alors plutôt un équipementier électrique, 91 milliards de dollars de market cap. C'est pas coté depuis très longtemps. C'est un spin-off de Siemens. Donc ça a été, alors je sais pas quand est-ce que ça a été spin-off, mais il y a moins de 5 ans d'historique. 32 en VE sur EBITDA, 478 en PE. Donc bon, il n'y a pas de bénéfice, quoi, c'est ça que ça veut dire. 20 en price to cash flow. Rentabilité négative, donc on fait une perte, en tout cas, il faut une perte opérationnelle. Après, il doit y avoir des participations mises en équivalence puisque ça donne du résultat financier, puisqu'ils ont des bénéfices nets positifs. Bon, cash net sur le dossier, apparemment. Bon, trop cher, pas de rentabilité opérationnelle, vaut mieux passer son chemin. Munich Re, donc là, on est sur le réassureur allemand. 86 milliards de dollars de market cap, 1,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. 12 en VE sur EBITDA, 18 en PE. Pour les financières, il faut être à moins de 10, donc là c'est mort. Et pareil, il n'y a pas de décote sur actifs tangibles. Vraiment, les fonds propres à 14%, c'est convenable pour un réassureur. 3,5% de rendement du dividende, c'est pas très généreux pour un assureur. Ça nous donne quoi ça? C'est à peu près 2,4 milliards. C'est la moitié. Payout ratio à 50%. Bon, c'est soutenable, mais c'est pas très généreux. Ensuite, on termine par Atlas Copco AB. Donc ça, c'est une société suédoise. Qu'est-ce qu'ils font? Compresseurs, équipement pour le générer du vide, des pompes, des générateurs, outils d'assemblage, assurance qualité, etc. Bon, vous l'aurez compris, c'est de l'industrie. Donc, on est sur 71 milliards de dollars de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc forte croissance, 15 en VE sur EBITDA, 24 en PE, 21 en price to cash flow. 21% de rendement des capitaux investis. Donc là, on a une bonne société de croissance avec une bonne qualité, une bonne rentabilité. Les multiples sont légèrement chers, mais c'est honnête pour une boîte qui est qualitative, en tout cas d'un point de vue en regardant les chiffres. 0,3 fois l'EBITDA en dette nette. Je pense qu'ils rachètent leurs actions aussi, là, parce qu'en rendement les fonds propres à 28, c'est quand même très éloigné du rendement des capitaux investis. Donc, peut-être qu'ils annulent les actions, ce qui diminue le capital, les capitaux propres. Bon, alors, pas de dette, 2% rendement du dividende, 50% de payout ratio, c'est soutenable. Bon, pourquoi pas, intéressant. Intéressant pour s'exposer à l'industrie. Voilà. Dans cette liste, qu'est-ce qu'on a de value? On n'a pas grand-chose, on n'a pas de boîte value. D'un point de vue croissance à prix raisonnable, on peut aller sur... il n'y a pas grand-chose non plus, hein. Si on fait... on peut faire du train. Ouais, non, c'est un peu cher. Ouais, il n'y a pas de dossier value. Par contre, au niveau des banques, il y a peut-être BBVA qui peut être intéressante si vous cherchez des dividendes. Ça, bon, c'est pas ultra copieux comme dividende. Et sinon, il y a AB InBev, plutôt en défensif, mais il faudrait attendre un repli pour avoir plus de garanties. Puis la dette est un peu élevée. Non. Donc finalement, j'ai pas trop de dossiers hyper attractifs dans cette liste. Mais bon, ça vaut le coup, en tout cas, d'avoir jeté un œil. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.